Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là après d'avoir facilité la fin de votre déjeuner pour être là. Donc moi je suis Vincent Huchling, je vais vous parler des réponses qu'apporte Scala quand on fait du traitement de données dans un contexte Big Data et pourquoi finalement Scala est une bonne solution par rapport à plein d'autres solutions qu'on peut avoir. Et donc on va faire un petit tour d'horizon. Et je vais vous parler de retours d'expérience qu'on a eu parce qu'on a à peu près testé toutes les solutions sur les dernières années qui viennent de s'écouler. Et que l'équipe de dev chez nous est quand même super contente d'avoir switché sur Scala, sur plein de use cases différents. Tout d'abord, notre métier, nous on intervient sur des projets Big Data chez nos clients et on intervient à 3 niveaux. Un premier niveau qui est comprendre ce que ça peut changer chez vous en termes de Big Data, c'est-à-dire trouver le bon use case parce que fondamentalement, il ne faut pas faire des choses pour le principe et il y a clairement une partie métier qui est importante. La deuxième partie, c'est la partie data science. On a donc une équipe chez nous qui prend des données, qui les triture en tous les sens et qui commence à ébaucher ce que peut être la plateforme. Ce qui nous amène au troisième métier, qui est celui qui consiste à construire des infrastructures. Et ces infrastructures, bon, classiquement, nous on les fait dans le cloud, on est partenaire Google, un peu Microsoft, on fait aussi un peu de Microsoft Azure. Aujourd'hui, ce qui est très clair, c'est que dans la plupart des cas clients, c'est le bon fit en termes d'usage, c'est de clairement construire des choses dans le cloud parce qu'on a une flexibilité, parce qu'on a une capacité à scaler très vite et à pouvoir faire des choses qui ne soient pas liées et qui ne soient pas un projet et une complexité d'approvisionner du hardware. Alors on entendait ce matin effectivement les gens de Criteo qui parlaient de leur cluster Hadoop qui fait une taille monumentale. C'est certain que pour eux c'est une évidence qu'il faut maîtriser l'infra. Maintenant pour la plupart des clients qui font leur premier pas en Big Data, cette notion de construire l'infra est sujette à précaution et le cloud est une bonne solution. Alors on réalise beaucoup de POC pour des clients et ce qu'on va se dire là maintenant, ça répond à une des questions qu'on a eues de manière récurrente chez les clients. C'est les clients qui nous appellent, qui nous disent bon c'était il y a 2 ans la version c'était bon maintenant je voudrais faire un POC Hadoop. Oui, alors bon, vous faites quoi? Vous avez envie de faire quoi? Vous voulez faire quoi? Et puis l'hystérie collective de ces derniers temps fait que depuis 6 mois, un bon 6 mois, quand ils nous appellent et qu'ils nous disent bon maintenant je voudrais faire un POC Spark. Ouais, ok, game quoi. Dites-nous à peu près ce que ça retourne pour vous, ce que vous attendez d'un POC que vous allez faire sur Spark, parce que on va d'abord réfléchir à ce que sont vos données, et puis très souvent on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de tout ça, qu'on a des solutions plus simples, et que là aussi, Scala, au-delà d'Hadoop et Spark, amène un certain nombre de solutions qui permettent de faire des choses très intelligentes sans avoir besoin de sortir la grosse artillerie. Quand on parle de traiter des données, alors Big Data, j'ai failli vous mettre le slide, s'il y en a qui ont suivi la conférence Strata qui s'est déroulée récemment, il y a quelqu'un qui a mis un slide où il essayait d'expliquer aux gens, arrêtez de parler de Big Data, on fait de la data, c'est tout, le Big il est souvent très exagéré. Il y a finalement, vous allez faire des choses très différentes. Il y a un premier axe qui est la complexité de ce que vous voulez faire avec vos données. Si vous voulez prendre vos données, faire du comptage dessus, faire des indicateurs statistiques pour voir comment est-ce qu'une population évolue par rapport à ce qu'elle était hier ou des choses comme ça, ça reste des choses très très simples, qui quel que soit le volume de données que vous aurez, seront relativement faciles à faire. Voilà. Quel que soit le volume de données, au bémol près, on a vu quand même ce matin dans le talk, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui étaient sur le talk qui s'est fait en fin de matinée sur les gens de Criteo, on a pu voir que fondamentalement, même du comptage simple, ça pouvait commencer à devenir une aventure non négligeable à construire. Je crois que les vidéos seront en replay après, elles seront diffusées, donc je vous invite à regarder cette vidéo qui est assez instructive en termes de plateforme et de ce qu'ils ont dû faire. Et par contre, si vous voulez faire du machine learning, alors je sais pas, dans la salle ici, qui est-ce qui a en tête une bonne définition de ce qu'est le machine learning? Levez la main. Vous sentez-vous à l'aise si vous ne levez pas la main. Ouais, donc relativement peu de monde. Alors je vais prendre 2 minutes pour... Machine learning, ça consiste à dire que vous collectez énormément d'informations sur l'historique, sur ce qui s'est passé avant, et vous essayez de prédire ce qui va se passer par la suite, de construire un modèle prédictif à partir de ça. C'est une définition très raccourcie, mais ça consiste à dire, j'utilise mes données que je connais du passé pour faire un algorithme qui comprend ces données et qui est capable de donner une réponse sur ce qui va se passer après.
Et donc ça, fondamentalement, c'est quelque chose qui, quel que soit le volume de données, peut commencer à être un petit peu complexe. Néanmoins, il y a un deuxième axe, avant même de parler de volumétrie, qui est comment est-ce que ça vous voulez le faire. Si vous voulez faire ça sous forme de batch, c'est-à-dire que toutes les nuits vous faites tourner quelque chose pendant quelques heures pour produire des résultats, ça va être relativement facile. On va pouvoir utiliser des technologies relativement simples et du code relativement simple pour faire ça. Si vous voulez répondre à des requêtes, c'est-à-dire un individu qui interroge le système et à laquelle on renvoie un résultat dans une fraction de seconde, ça va déjà être un peu plus compliqué. On va devoir commencer à parler de faire des mix entre des données qui sont des données froides et des données qui sont activables très vite dans des bases SQL, donc c'est déjà plus tout à fait la même histoire. Et en plus, derrière, si vous voulez que traiter un stream de données, c'est-à-dire avoir un insight sur des choses qui se passent en temps réel, c'est-à-dire quand un événement est produit, vous réagissez derrière, là c'est clairement quelque chose qui va être beaucoup plus compliqué, même si vous voulez faire des requêtes simples, de simples requêtes de comptage sur vos données. C'est-à-dire même maintenir un compteur sur des gros streams de données peut commencer à être quelque chose qui nécessite d'utiliser des choses très particulières en termes de stack logiciel. Et alors, dernier axe, évidemment, c'est celui de la volumétrie, c'est-à-dire que le cas le plus compliqué de faire du machine learning en temps réel, si vous avez des gigaoctets de données, ben ça reste tout à fait jouable et assez simple à faire. Si vous allez vers des téra ou des pétaoctets de données, on peut en reparler pendant quelques temps. Ok? Qui connaît Hadoop dans la salle? Ok. Qui est-ce qui a déjà développé autour d'Hadoop? Bon, super. Petit rappel pour tout le monde, puisque c'est quand même un truc assez central autour de tous ces processing big data, très souvent, sauf quand on est sur des trucs très spécifiques uniquement en temps réel, il n'y a jamais très très loin de l'Hadoop qui intervient. Et donc, Hadoop finalement, c'est la combinaison d'un système de fichiers distribués qui permet de stocker des données à très grande échelle en assemblant n machines ensemble. On a un framework de traitement distribué qui s'appelle MapReduce, qui consiste à dire que puisque mes données sont distribuées sur un ensemble de machines, je vais être capable de traiter ces données localement sur chacun des nœuds sur lesquels sont stockées les données. Et puis surtout, ce qui est intéressant dans Hadoop, c'est qu'on a effectivement un écosystème et une communauté open source qui font qu'on a une kyrielle d'outils. Alors le corollaire de ça, c'est que le choix en termes de techno qu'on va utiliser pour répondre à un besoin est super difficile. Il y a des technos qui sont des technos à base de SQL, il y a des technos qui sont à base de langage qui permettent de faire des flows de traitement, il y a plein de choses, il y a des librairies pour faire du machine learning, mais elles ont chacune leurs limitations, et elles ont chacune des côtés d'application qui sont très restreints pour certaines. Un point super important à comprendre quand vous organisez vos traitements autour de la donnée, c'est que la donnée, elle est immutable. Quand vous la mettez dans un cluster Hadoop, vous ne pouvez plus la modifier, cette donnée. Vous allez pouvoir l'effacer, vous allez pouvoir la remplacer par autre chose, mais vous ne pouvez pas faire d'update sur cette donnée qui est déjà dedans. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va faire des traitements successifs qui vont transformer la donnée pour en faire quelque chose de plus en plus raffiné et de plus en plus précis à la fin. Et donc vous avez différents traitements batch qui vont régénérer une nouvelle donnée jusqu'à arriver à quelque chose qui soit la donnée hyper valorisée. Donc vous allez passer parfois de terras de données à quelques gigaoctets de données qui sont des datasets exploitables par un analyste en bout de compte. Alors parfois, cette filiation de multiples itérations autour de la donnée, c'est quelque chose qui est fait lors de la requête, lorsqu'on appelle, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs jobs qui vont s'enchaîner les uns derrière les autres pour fournir la réponse à l'instant T avec des paramètres qui sont ceux qu'on va demander à l'utilisateur. Alors ça c'est très bien, sauf que comme vous l'avez vu, c'est du batch. Et donc, il y a l'architecture lambda que vous avez peut-être déjà vue, qui elle consiste à dire je vais traiter le stream de données qui arrive. Le plus connu des streams, c'est un clickstream sur un site web qui amène à une personnalisation en temps réel, c'est-à-dire que typiquement, on va fournir un contenu à un utilisateur sur le site web en fonction du clickstream, c'est-à-dire de l'ensemble des clics qu'il a pu faire lors de sa session, juste à l'instant T. Et donc, ça, c'est cette architecture lambda qui a été démocratisée par Nathan Mars, qui était l'architecte data chez Twitter et qui a écrit un bouquin justement sur où il parle beaucoup de cette architecture lambda. Après, il va falloir faire un choix de framework, et c'est ce à quoi on va en venir maintenant, qui consiste à on a différentes choses. On a des langages très orientés statistiques qui sont R,
un langage qui est plus orienté, qui va très bien faire du machine learning, qui est Python, mais qui eux ont des limitations en termes de taille de données, parce qu'ils sont très liés à la taille de mémoire des machines que vous allez avoir. Et puis vous avez des choses plus anciennes, c'est Hadoop. On commence à parler d'Hadoop comme un truc ancien, comme mauvais signe. Et on a quelque chose d'un peu plus innovant, un peu plus récent, qui est Spark. Et puis il y a la solution, finalement il y a des briques logicielles, et pourquoi est-ce que vous ne feriez pas quelque chose qui est parfaitement adapté à votre cas précis, et qui est capable de traiter votre cas précis, c'est la solution un peu custom. Et donc finalement, si on regarde ça sur deux axes, quand on regarde en termes de taille de données, du plus petit au plus gros, et de la simplicité versus la richesse fonctionnelle que vous attendez, fondamentalement, Hadoop, lui, n'est pas forcément versé dans le fait de faire du machine learning, faire des choses hyper riches, ce qui va plutôt être ce que va faire R, quand Spark, lui, est capable de finalement adresser pas mal de volume. On a eu des benches récemment, ou des gens qui ont fait des benches sur des très grosses quantités de données, qui ont donc combattu le fait qu'on dise très souvent que Spark n'est pas capable d'adresser des volumes. Donc des choses intéressantes. Alors maintenant, si on regarde un petit peu en termes de langage, si on met ça sur une matrice à trois axes, quand vous prenez effectivement la performance que vous allez pouvoir obtenir, avec en horizontal la facilité d'utilisation, clairement l'option je développe en Java autour de mon écosystème Hadoop, c'est l'enfer. Voilà, c'est l'enfer. C'est compliqué entre un très bon développeur dans l'écosystème Hadoop en Java et un développeur moyen qui démarre. Le gap de performance que vous allez avoir, il va être démentiel. Et puis sinon après, vous avez sur la droite des outils comme Hive et Pig qui, eux, permettent d'avoir une très grande facilité, mais malheureusement, le niveau de performance et l'optimisation en termes de performance ne va pas être super bonne. Donc, la solution, avant même de parler de Spark, si vous êtes dans un environnement Hadoop, il y a effectivement cascading et scalding, qui sont des solutions qui permettent de faire des jobs pour cascading en Java et pour scalding en Scala, qui vont permettre d'avoir des jobs avec une expressivité beaucoup plus importante que ce que vous avez en Java, quelque chose de beaucoup plus court. Donc je vais vous montrer dans les quelques slides qui viennent comment ça se traduit. Bon alors si vous devez faire un job MapReduce, donc MapReduce c'est deux phases au final. C'est j'envoie du code sur chacun des chunks de données qu'il y a dans mon cluster Hadoop, c'est-à-dire que la donnée a été distribuée sur un ensemble de machines. Et ensuite, je fais une phase de reduce où je compute les résultats intermédiaires pour les processer. Et donc, ça veut dire que dans votre job Java, vous avez au minimum trois choses à écrire. C'est une classe de map, une classe qui fait le reduce, et un main qui lui va dire tu me prends telle classe de map, tu me prends telle classe de reduce, et puis en voiture Simone, on compute tout ça. Et sachant que si vous voulez faire un truc tout bête comme je prends les logs, j'extrais les lignes qui sont avec un pattern d'erreur, et je fais un group by pour les regrouper par date et ainsi de suite, c'est, je sais pas, c'est peut-être trois jobs map reduce d'affilée qu'il faut enchaîner les uns derrière les autres. Donc je vous laisse imaginer en termes de code ce que ça veut dire, c'est quand même un truc assez violent en termes de nombre de lignes de code qu'il faut faire pour pas faire grand chose. Et quand on regarde, je vous ai passé, je vous montre même pas les fonctions map et les fonctions reduce. Alors c'est relativement simple, on prend un tuple en entrée, on extrait des valeurs et on les pousse dans un tuple en sortie. Ça relève de ça, les fonctions map et reduce. Après au milieu, vous mettez ce que vous voulez. Mais typiquement, rien que la fonction main pour pouvoir aller envoyer, pour pouvoir exécuter le job et faire les appels de toutes les fonctions, vous voyez, pour pas faire grand chose, tout le code qu'il y a à faire. Et donc c'est clairement, si vous avez envie de passer du temps à faire du boilerplate, comme ça, faites-le en Java, ça vous ferait plaisir. Alors à l'autre opposé du scope, il y a les alternatives qui sont Pig et Hive. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas que du Pig et Hive? Parce que ça a l'air super simple. Notre truc qu'on disait, donc voilà, filtrer les logs, filtrer un log par certains critères, c'est ces quelques lignes-là. C'est-à-dire que vous prenez un log, vous lui mettez un schéma dessus, c'est la deuxième ligne. Ensuite, vous filtrez ce log par un pattern, et puis derrière, vous allez le grouper par les noms de page, et puis derrière, vous générez une ligne avec le total pour chacun des groupes. Ok, c'est super, ça marche très bien, ça se compile, ce langage Pig, ça se compile dans un jar, c'est envoyé sur le cluster, c'est exécuté sur tous les nœuds, puis tout se passe bien. Sauf que quand il vous manque quelque chose dans le langage de base de Pig, il faut rouvrir l'Eclipse, et puis on recode une user-defined function en Java.
Donc on est revenu au point de départ, on se retrouve à faire du Java, on se retrouve à faire des choses. Alors ça peut être fait dans d'autres langages ça peut se faire dans pas mal de langages de la JVM, mais ça reste très compliqué puisque vous devez jongler entre deux langages. Donc c'est un peu compliqué. Alors, il y a la solution que vous voyez au milieu tout à l'heure, c'était la solution Cascading Scalding, qui finalement, elle, apporte quand même pas mal de choses super intéressantes. C'est que ça vous permet de décrire non plus de devoir penser en succession de tâches map, reduce, mais vous décrivez un flow sur la donnée. C'est-à-dire que vous allez lire un stream de données en entrée, et puis vous allez derrière, au fur et à mesure de ça, écrire les différentes étapes de transformation, c'est-à-dire que vous allez appliquer un schéma sur ce stream de données, et puis derrière, vous allez faire des opérations de filtrage, des opérations de group by, des opérations d'écriture de fichiers temporaires intermédiaires par rapport à ces données. Et dans quelque chose d'assez expressif, parce que vous voyez donc là, on a quelque chose qui finalement tient en assez peu de lignes pour produire quelque chose qui en Java aurait coûté quelques pages de code. Donc, et le gros avantage quand on est en Scalding, c'est que c'est un DSL, certes, c'est un DSL qui a été écrit en Scala, mais le gros avantage de ce DSL qui est écrit en Scala, c'est que vous avez la capacité à mettre dans le code de votre, entre guillemets, script, même si c'est pas du script parce que c'est compilé après, hein, mais vous avez la capacité à écrire vos propres fonctions pour parser un champ, pour faire des choses particulières, des choses comme ça. Donc ce qui fait que finalement, dans le même ensemble de code, vous allez pouvoir utiliser les choses prévues d'origine par le DSL, mais aussi les choses que vous avez envie de rajouter, les choses qui sont spécifiques à votre métier, les fonctions métiers, des choses comme ça. Donc là, on se retrouve finalement avec quelque chose qui permet de regrouper l'ensemble des choses, et donc derrière ça, ce scalding, c'est préprocessé, c'est constitué, le code que vous avez là, il est découpé en opérations unitaires sur un direct acyclic graph, et c'est ce DAG qui est ensuite envoyé sur l'ensemble du cluster avec une succession de jobs MapReduce qui sont faits derrière, sans que vous ayez à intervenir. C'est-à-dire que vous avez quelques paramètres si vous voulez faire du setup sur le parallélisme ou sur des choses comme ça, mais vous ne verrez jamais la manière de laquelle le nombre de jars, le nombre de fonctions qui ont été générées et qui ont été envoyées sur l'ensemble du cluster, et la librairie d'exécution de Scalding, qui est celle de Cascading aussi. Alors, pour la petite histoire, il y a Cascading qui est en Java, et donc il y a des implémentations qui ont été faites, je crois, par les gens de Twitter, qui sont Scalding. Il y a des gens qui ont fait des implémentations aussi en Clojure, ça s'appelle Cascalog. Il y a différentes choses comme ça qui font ça. Et donc, on a un moteur d'exécution derrière qui fait que quand un job est terminé, c'est le suivant qui démarre, enfin tout ce genre de choses-là. Donc, vous avez finalement, quand vous faites run sur ce bout de code, ce qui va se passer, c'est que derrière, ça va être propagé sur l'ensemble d'un cluster, et puis vous allez avoir tout l'enchaînement qui va se faire très bien, et les niveaux de performance vont être très bons comparativement à d'autres codes, à du code Java, parce que c'est du code qui est très optimisé en termes de primitives d'exécution. Alors venons-en à Spark. Qui a entendu parler de Spark en dehors des conférences que vous avez déjà pu voir aujourd'hui? Oui, on dit. Spark, c'est presque le new kid on the block. Foncièrement, Spark, c'est une émanation d'un laboratoire de Berkeley qui corrige le principal défaut d'Hadoop, qui est le fait que Hadoop repose sur le disque, c'est-à-dire qu'entre deux jobs MapReduce, ce qu'on voyait juste avant, ben les données sont écrites sur le disque, ce qui coûte cher, et elles sont relues sur le disque pour le job suivant. Alors que Spark, ils ont dit, bon écoutez, on a un truc qui commence à coûter de moins en moins cher, qui s'appelle la mémoire, et surtout les jobs, parce qu'on est même dans le not so big data, les jobs manipulent quelques dizaines de gigas, quelques centaines de gigas dans la plupart des cas. Donc fondamentalement, ça peut tenir dans la mémoire si on agrège la mémoire de tous les nœuds d'un cluster. Et donc c'est ce que Spark offre. Il offre la capacité à agréger les données dans la mémoire de plusieurs nœuds sur un cluster. Et donc là, on va retrouver des grandes similarités avec ce qui se faisait dans Scalding, c'est-à-dire qu'on retrouve l'expressivité d'un job avec un DSL qui est assez simple, qui consiste à dire, ben voilà, vous avez une fonction qui consiste à loader un fichier ou un set de fichiers, c'est-à-dire vous donnez un pass et il va loader tous les fichiers qui sont dans ce pass-là. Et puis derrière, vous avez une fonction, vous allez filtrer ça avec une expression, une lambda que vous mettez dans le filtre. Donc c'est des choses très très simples. On a la possibilité dans Spark, ce qu'on n'avait pas dans Scalding, de lui dire ce jeu de données, tu me le mets en cache. Ce qui devient très intéressant, c'est quand on a après des jobs qui vont faire des itérations sur un jeu de données.
eh bien, on a la possibilité de relire directement depuis la mémoire et non pas de relire depuis le disque les données. Donc là, ça devient intéressant avec Spark, c'est quelque chose qui, en termes de performance, va pouvoir derrière faire des merveilles. Et puis derrière, ben, on peut mapper du code sur un enregistrement pour recréer un nouveau dataset à la place de cette, enfin, en complément pardon, de celui qui était existant. Donc quelque chose d'assez intéressant. Et puis les performances sont assez prodigieuses parce que même sans parler de la mémoire, on a déjà des niveaux, des améliorations de performance en termes de lecture des données sur le disque par rapport à ce que faisait Hadoop classiquement, qui sont très importantes. Quand bien même Spark va lire les données dans Hadoop. C'est-à-dire que les jobs, finalement, le modèle d'exécution de Spark est bien plus performant que le modèle d'exécution de MapReduce d'Hadoop. En fait, quand on fait du Spark au-dessus d'Hadoop, on garde le stockage HDFS et on se contente et on a un moteur d'exécution de job qui est différent. Et on peut avec Spark faire autre chose qui s'appelle Spark SQL. Alors, Spark SQL repose dans deux choses. C'est le fait de dire, ben, finalement, quand vous lisez des données, vous faites une case class qui va vous donner la possibilité donc, de typer l'ensemble des données que vous allez lire dans vos fichiers. Et cette case class, c'est ce que vous avez en haut. Et quand vous lisez, ben, vous mappez la donnée qui a été lue dans cette case class pour en faire quelque chose derrière d'exploitable. Et quand vous avez toute cette donnée qui est dans un modèle typé, ce qui va se passer derrière, c'est qu'on va être capable de l'enregistrer comme étant une table et derrière de pouvoir faire des requêtes SQL sur cette table. Et là, le gain de performance est assez important parce qu'on a un préprocesseur qui s'appelle Catalyst, qui est un parseur de données, qui lui est capable de produire un code très optimisé et de compresser, de faire une compression type base de données colonne dans la donnée qui est en mémoire. Et aussi avec SQL, on retrouve quelque chose d'extrêmement simple, c'est-à-dire que si vous n'aimez pas trop écrire des fonctions, vous faites des maps, des group by, des choses comme ça, kilomètres, en enchaînant les fonctions les unes derrière les autres, le fait d'utiliser du SQL pour exprimer ce que vous voulez faire en termes d'agrégation de données est super intéressant et ça marche très très bien. Une autre chose qui complète l'environnement Spark, c'est que dans Spark, vous avez toute une librairie de machine learning. Donc c'est des choses qui permettent de faire de la clusterisation de données, c'est des choses qui permettent de faire des régressions, de faire des prédictions, des choses comme ça. Alors c'est pas aussi poussé ce que vous allez avoir en R, dans du R, du SAS, du Python, Scikit. C'est clairement des choses qui sont plus brutes en termes de features intégrées dedans. Mais fondamentalement, c'est quelque chose qui déjà permet de faire des algorithmes de machine learning à très grande échelle. Quand il s'agit de traiter des streams, alors les streams c'est quoi? C'est de faire du complex event processing, c'est typiquement traiter des... Alors, les gens qui font du complex event processing depuis toujours, c'est les gens qui sont dans le monde bancaire, qui traitent un flux de données, un flux de transactions financières et qui appliquent des choses dessus. Ça peut être sur ces flux, détecter des patterns, des choses comme ça. Ça peut être, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça peut être le fait d'étudier un clickstream sur un site web pour le personnaliser à la volée en fonction d'un modèle de recommandation de produit, par exemple. Et donc là, on a différentes options qui existent. Alors la plus connue, la plus ancienne, excessif, mais c'est Storm qui nécessite de construire une topologie où on va avoir des spouts qui sont des sources de données et des bolts qui vont être des capacités à processer ces sources de données. Quand un bolt a processé sa donnée, il l'envoie vers un autre bolt qui lui à son tour processe les données. Alors c'est écrit en Java et donc typiquement le code autour de Storm c'est celui que vous avez en bas qui consiste à exécuter, à prendre un input, à écrire un output. Alors quand bien même c'est pas très compliqué, le truc c'est que dans Storm vous allez avoir votre code de base et donc si vous faites du batch processing en même temps à côté de ça avec un cluster Hadoop par exemple, bah, vous allez devoir maintenir une autre base de code à côté pour et donc la réutilisation de votre savoir-faire autour de vos données, par exemple pour faire des adaptateurs, pour faire des choses qui parsent les données ou des choses comme ça, vous allez les réécrire deux fois pratiquement. Et donc c'est là où c'est un peu ennuyeux parce que c'est très disjoint finalement du batch layer. Et donc Spark, à nouveau, arrive avec une réponse par rapport à ça, c'est de dire, en plus des choses qu'on a déjà vues, qu'on a vu dans le talk ce matin, qui était la possibilité de faire du graph, je ne sais pas si vous êtes allé au talk qui était ce matin, sur le traitement des données de réseau routier avec du graph. Il y a donc dans Spark du graph, mais il y a aussi du streaming, donc la capacité à capturer un stream de données, c'est-à-dire à se mettre derrière un Kafka, se mettre derrière des choses, même des sockets, des choses comme ça,
et à pouvoir lire les données, et donc de faire des micro-batchs en fait. C'est-à-dire qu'on définit lorsqu'on crée le Spark Streaming Context, on définit quelle est la durée de batch que l'on se donne. Ça peut être 1 seconde, ça peut être 5 secondes, ça peut être 1 minute. Et il va accumuler des buffers de données et il va les traiter sous forme de batch. Et donc, il va exécuter ça sur l'ensemble des nœuds qui sont présents sur le cluster Spark que vous avez instancié. C'est-à-dire que si vous avez X machines, il va traiter ça en parallèle sur les X machines. Et donc, ça en fait quelque chose d'assez performant. Et surtout, qu'il y a un gros avantage, c'est que toutes les fonctions qu'on a vues tout à l'heure de machine learning, des choses comme ça, autour du SQL, l'utilisation de SQL pour exprimer les transformations, sont utilisables dans ce contexte-là. Donc, c'est là où c'est intéressant. Alors, par contre, quand on est dans le fait de traiter du stream, ça rejoint la question que la question que parfois on nous pose, qui est bon, ok, je vais faire un POC autour de Spark. Oui, ok, vous voulez faire quoi? On a eu un client récemment sur lequel c'était un stream processing finalement assez simple. C'est-à-dire qu'on récupérait des données, il fallait les processer sur 2-3 étapes successives et sortir quelque chose à la fin. Et il n'y avait pas des volumétries démesurées. Il y avait un nombre d'événements importants, certes, et là il s'est avéré que Akka était finalement une très bonne solution, beaucoup plus économique en termes de ressources que pouvait l'être le fait d'utiliser des frameworks plus complexes comme Storm ou Spark Streaming. Et Akka, c'est un modèle d'acteur, c'est-à-dire que vous allez définir des tâches unitaires de traitement de messages qui reçoivent des messages qui sont sous la coupe d'un superviseur, et ce qui fait que vous avez une capacité à être résilient, parce que quand il y a un acteur qui meurt, le superviseur en recrée un nouveau, et vous pouvez définir des pools de ressources en fonction des ressources de vos machines. Et à ce moment-là, on se retrouve avec des capacités qui sont derrière pour pouvoir traiter des choses. Et là, vous voyez le modèle d'un acteur, c'est quand il reçoit un message, il regarde ce message, c'est quoi la nature du message que je viens de recevoir. En fonction de la nature de ce message, je traite quelque chose. Et généralement, un acteur, en bout de compte, là on fait du print dans l'interface, mais il va renvoyer un message vers d'autres acteurs, ou vers un autre pool d'acteurs. Et à ce moment-là, vous pouvez définir des choses qui font des chaînes de traitement très très efficaces, et surtout c'est très économe en ressources parce que ça utilise les threads de votre machine de manière vraiment très efficace. On a fait un truc, on avait commencé par le sizer par rapport aux ABAC qu'on avait sur des choses plus classiques, type Spark Streaming ou Storm. On est parti sur une machine à 16 cœurs. Une semaine après, on était en cloud, donc c'était facile. Une semaine après, on a éteint la machine, on l'a redémarré sur une machine à 8 cœurs. Parce que c'était beaucoup plus efficace et on pourrait presque encore réduire d'un facteur 2 dans la réalité des choses par rapport à ce qu'on avait avec des ABAC, des choses efficaces. On pensait qu'il y a des tonnes de choses qui existent dans l'écosystème Scala pour pouvoir traiter les données. Très rapidement, il y a notamment les gens de Twitter qui ont fait des choses très intelligentes par rapport en termes de bibliothèques qui sont utilisables, qui permettent d'avoir des choses vraiment très très pratiques. Sinon, il y avait des choses comme Scooby, Scrunch et autres. Il y a beaucoup de bibliothèques qui rajoutent un S devant. Crunch, par exemple, c'est devenu Scrunch quand ils l'ont refait sur Scala. Il y a notamment autour de Mahout des gens qui ont développé des wrappers pour pouvoir utiliser la bibliothèque de machine learning Mahout et pouvoir l'utiliser assez facilement. Donc, pour résumer, les grandes questions qu'il faut se poser, c'est de dire c'est quoi la volumétrie que vous avez. Partez pas tête baissée vers un truc qui vous amènera plus d'ennuis que de solutions. Est-ce que vous avez besoin de faire du temps réel? Et ça, c'est finalement le deuxième point, c'est-à-dire que si vous construisez quelque chose et que peu de temps après vous avez besoin de faire du temps réel, ça va être compliqué. C'est quoi votre use case en termes de fonctionnalités que vous avez besoin de mettre en place? Et puis vous imposez pas un framework par principe parce que c'est le framework qui semble apporter plein de solutions. Définissez d'abord très bien ce que vous avez. Mais clairement, comme vous voyez, c'est qu'aujourd'hui, la solution qui apporte le plus de concision et le plus de flexibilité, c'est de faire des choses qui sont dans l'écosystème Scala. Voilà, soyons clairs là-dessus. Sauf avoir des volumes suffisamment faibles pour pouvoir les traiter avec du Python, qui est une très bonne solution pour pouvoir faire des choses, mais là, il faut vraiment que le volume reste très raisonnable et soit à l'échelle du mémoire d'une machine. Merci. Si vous avez des questions, on a quelques minutes. N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions, comme je dis à chaque fois. On est en France, donc je sais que... Oui. Sur la performance de Spark, en ce qui concerne la performance juste sur la lecture depuis HDFS, oui. Est-ce que ce gain de performance vient du fait qu'on n'a pas de shuffle Alors,
ça vient pas essentiellement de là. Alors, effectivement, après, on a toujours un shuffle, de toute façon, à un moment donné, puisqu'il va falloir, quand on va regrouper les données, il va les regrouper un minimum. Mais il y a nécessairement l'architecture de Hadoop, on se traîne des choses qui ont été faites il y a très longtemps pour faire du MapReduce, qui sont optimisées sur le fait de faire du MapReduce, alors que Spark, ils ont un peu cassé cette chose-là et on est plus dans de la lecture directe de données. Enfin, la lecture, c'est plus optimisé pour des lectures simples sur les données. Alors, je ne sais pas exactement où sont les résultats, où sont les différences de résultats. Alors, il y a un bench qui est un peu faussé, qui a été fait par les mecs de la MP Lab. Il y a 2 semaines de ça, ils ont dit hey, Cocorico, on fait 60 ou je sais plus quel est le ratio, mais c'est gigantesque par rapport à ce que les benches qu'avait fait Yahoo il y a très longtemps. Sauf ce qu'ils omettent de dire dans le bench, c'est que le bench Yahoo était fait sur des disques mécaniques et qu'eux ils avaient mis des SSD à la place dans les machines. Donc évidemment ça marche un peu mieux, quoi. Bon, merci pour l'exemple. Très brièvement, voilà. Est-ce que dans un système comme Hadoop et Spark, on peut lire des données autres que des données de type texte, binaire? Est-ce qu'on peut s'interfacer avec des données où on a besoin d'un driver? Alors, il y a notamment sur Spark, mais sur Hadoop aussi, il y a des tonnes de drivers qui ont été faits pour aller lire les données sur des bases de données. Typiquement, on peut lire des données dans du Mongo, on peut lire des données dans du Cassandra, on peut lire des données à plein d'endroits différents. C'est plus riche dans Hadoop évidemment, parce qu'il y a plus d'ancienneté. Dans Spark, il commence à y avoir des gens qui l'utilisent, donc il y a des gens qui l'utilisent en production, notamment Cassandra avec Spark, et qui ont fait beaucoup de choses là-dessus. Je crois que c'est les gens de chez Oyala. Mais c'est sûr que c'est sur Hadoop, mais par contre sur Hadoop, les possibilités sont quasi infinies. Il y a même des composants de l'écosystème qui permettent de faire un bridge, d'importer des données depuis une base de données SQL par exemple, et de les injecter dans la GFS. Voilà. Si vous avez d'autres questions et que vous êtes dehors, je serai à votre disposition.